Je peux dire un truc ? Bah du coup, mariez-vous, faites des enfants, quoi. Mais non, t'as dit les Américains, leur pensée politique, elle est bête. Mais non, j'ai pas dit ça. Non, vraiment. Eh ben, salut Charlotte. Salut Marius. Ça va ? J'ai l'impression qu'on est hyper lent. Oui, bah oui, mais parce qu'il canapé, paraît qu'il faut qu'on s'éloigne pour qu'on te voit mieux. Parce qu'après, en fait, on voit le micro de l'autre quand je dis ma chronique et c'est vraiment très perturbant. Il y a plein de gens qui m'ont dit ça. Bref, bon bah on espère que vous allez bien les amis. Oui, salut à vous. On est de retour pour vous jouer un mauvais tour. Putain. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, du coup, on nous a fait les retours la dernière fois que sur YouTube. Du coup, on n'avait pas trop expliqué le concept. On vous avait plongé dans le grand bain direct, la chronique et tout. C'est vrai. Et en fait, nous, notre concept d'émission, du coup, c'est que l'un de nous s'est renseigné comme un petit rat des bibliothèques, finalement, sur un sujet en particulier. Rat des internets, mais oui. Rat des internets, tout à fait. Et du coup, après, on en discute. Du coup, la personne qui s'est renseignée fait une chronique qui dure à peu près 5 minutes et ensuite l'autre en débat, en débrief avec. Oui, c'est ça que je voulais dire. Voilà, du coup, on aujourd'hui, tout à fait, je vous parle du TERU, de Corée et de Trump. Du TERU ? Du TERUS. Ah. Anyway. Ok, on t'écoute. C'est parti. Vous écoutez Vacarme des jours, VDJ pour les intimes. Un podcast pour penser l'actualité entre potes. Un podcast de Motus et Langue Pendue, média pirate autoproclamé journal intime de la société. Si vous vous définissez comme une femme, je suis sûre que vous avez déjà pensé à ce que ce serait d'exister dans un monde sans hommes. Genre, je sais pas, il est 3h du mat à Paris, vous êtes chez votre pote en pleine discussion et il faut que vous rentriez à pied parce qu'il n'y a plus de métro à Paris à 3h. Et c'est un soir d'été, je précise, il fait hyper chaud. Ça pourrait être sympa, cette petite balade nocturne après une bonne soirée. Ça pourrait être sympa si on ne devait pas imaginer que les mecs existent et peuplent l'espace public au point de modifier les comportements sociaux des femmes. Je dis les femmes, mais bien sûr, on peut parler de la même manière des gens qui n'ont pas envie de s'identifier à l'un ou l'autre des genres, et des filles avec encore plus de superbe, les normes patriarcales loin d'avoir disparu. Dans cette société, en tant que meuf, notre corps est H24 présenté comme une ressource disponible, et c'est insupportable. Un monde sans hommes, ou plutôt un monde dans lequel on se refuserait aux hommes, c'est assez concret pour les féministes sud-coréennes. Elles sont à l'origine d'un mouvement qui prend de l'ampleur ces derniers temps, et que vous avez peut-être vu passer sur les réseaux. Le mouvement 4B. Le 4B, c'est un engagement féministe qui repose sur 4 refus. Bi en coréen, ça veut dire pas, si j'ai bien compris. Alors, les 4 B en question, le premier, et là il va falloir m'excuser de mon accent horrible, c'est le bi-an, le refus du mariage traditionnel, le refus du besoin de se conformer à cette institution pour être considéré comme accompli. Le deuxième, c'est le bien-ae, le refus des relations amoureuses, le refus du rapport de pouvoir dans ces relations, donc le refus de ces relations tout court. Le troisième B, c'est le bisengwangye, le refus du sexe hétérosexuel. Et enfin, on a le bichulsan, qui est le refus d'avoir des enfants et le refus de la maternité de manière générale comme une obligation sociale. Jusqu'ici, c'est assez clair et très disruptif, lol, dans un contexte sociétal coréen encore bien rigide pour tout ce qui concerne les rôles que doivent jouer les genres et les nombreuses attentes sociales traditionnelles. Et puis par exemple, les Sud-Coréennes gagnent en moyenne 29% de moins que les hommes. C'est un écart super élevé. Je vous précise tout ça parce que même si c'est souvent contagieux, un mouvement social né dans un contexte social bien précis ne peut pas forcément se transporter dans d'autres endroits du monde avec pertinence. Et pourtant, c'est ce qui est en train de se passer avec ce mouvement des 4B dont les Coréennes parlent beaucoup sur les réseaux sociaux. Elle provoque du coup des débats et des rencontres entre des femmes du monde entier, et particulièrement américaines ces derniers temps. Et hop, ça nous permet d'évoquer au passage la victoire de Trump à la présidentielle américaine de cette année, parce que oui, les femmes aux États-Unis vivent du coup avec des épées de Damoclès au-dessus de la tête concernant leurs droits, avec ce fou du bus comme pilote d'une puissance mondiale qui est censé éclairer le monde de ses lumières. Pour rappel, il y a 2 ans, la Cour suprême des États-Unis a révoqué l'arrêt Roe versus Wade qui garantissait depuis 1973 le droit constitutionnel à l'avortement. Chaque État est devenu libre d'interdire l'interruption volontaire de grossesse ou d'en durcir les conditions. Pour la présidentielle américaine, 20% des femmes ont fait du droit à l'avortement leur principale préoccupation dans cette élection, contre 8% des hommes, selon un sondage NBC News. Et donc, suite à l'élection de Trump, les recherches concernant le mouvement 4B ont bondi aux États-Unis. Ma question du jour, c'est donc, est-ce qu'un mouvement de refus massif de toute interaction genrée et normée avec un homme est une bonne réponse aux poussées réactionnaires partout dans le monde ? Ça rappelle d'ailleurs le lesbianisme politique, un mouvement qui consiste à embrasser une sexualité lesbienne par conviction politique,
plus que par désir intime, pour échapper aux normes et menaces qui pèsent sur une femme dans le couple hétéro traditionnel. Par principe, moi, je trouve que les mouvements basés uniquement sur du refus sont un peu ennuyants, un peu mordes et pas super vendeurs. À la limite, j'aurais peut-être été plus intéressée si on m'avait vendu l'aspect « apprenons à relationner autrement entre femmes » plus que « refusons d'avoir des relations avec les hommes ». J'ai aussi l'impression que faire ces sessions, c'est vraiment une question de contexte. Bien sûr, je suis convaincue que de tels refus peuvent constituer quelque chose de super émancipateur pour des femmes écrasées sous le poids des attentes sociales, comme en Corée. Dans leur cas, c'est vraiment significatif politiquement de refuser en bloc ces attentes et de se laisser la possibilité d'explorer d'autres chemins sans compromis. Mais refuser par principe, c'est, je crois, oublier que les mouvements sociaux émancipateurs échouent quand ils recréent des carcans, quand ils ne laissent pas l'espace aux entre-deux, aux contradictions, aux hésitations, aux va-et-vient, et in fine, à la vie, libre de nous apporter le meilleur, sans prérequis ni conditions. Se refuser aux hommes, pourquoi pas, mais sans savoir pourquoi et sans re-questionner ses décisions spontanément, pour moi c'est aussi un risque de retomber dans un conformisme non seulement inefficace, mais aussi un peu barbant. Alors je sais pas, est-ce que le féminisme devient réactionnaire ou est-ce que c'est moi qui le deviens ? Est-ce qu'on va se mettre un énorme contre son camp féministe ou au contraire construire une société lesbienne trop cool où on reprend le seul pouvoir qu'on a en ce bas monde, celui d'avoir un corps à nous ? Est-ce que ce qui se fait en Corée est pertinent ici en France ou aux USA ? Je vous laisse l'espace commentaire pour en débattre et sur ce, je retourne m'écharper avec l'homme de ce podcast. Est-ce que je devrais lui refuser la parole du coup pendant ce débat ? Je sais pas, je vous laisse méditer sur ça. Je peux dire un truc ? Je sais pas. Faudra attendre les commentaires. Non, vas-y, parle. Non, mais je peux te demander l'autorisation. Non, j'ai un cheveu dans la bouche, donc tu peux parler. Pardon, je me tais. N'hésite pas. Non, parce que pas tous les hommes, en fait, juste. Mais bon. Attends, je peux faire une introduction mais tu fais tout de mes ce que chaussons de tu veux, caca. bien sûr. Voilà, c'est tout. Comme ça, on enlève ce sujet de la table. Maintenant, on peut discuter. Elle est trop fière, d'accord. Vas-y, alors, je t'écoute. Si c'est nul ce que tu dis, je tends mon chausson de caca. Attention. Il est mal à l'aise. Non. Si, t'es mal à l'aise. Je suis mis mal. Mais non, justement. Ok, vas-y. Non, soyons sérieux. C'est sérieux cette affaire. Concentre-toi un peu, s'il te plaît. Pardon, je te patronize un petit peu. Non, c'est juste, du coup, c'est quoi ? Donc, on s'interroge sur la pertinence de transporter un mouvement social d'une société à l'autre. Et alors, toi, c'est quoi ton avis là-dessus ? Tu dis que t'es réac, je trouve pas ça très pertinent. Hein. Non, mais en vrai, moi, ce que j'en dis, c'est que sur le moment, ma première réaction, j'avoue, peut-être c'est réac d'avoir eu cette réaction, mais c'était de me dire, d'emblée, j'aime pas et j'ai un peu des poussées d'urticaire quand on me dit, il faut pas faire ça. Voilà, c'est à tout prix, tu vois, genre sous aucun dans n'importe quel contexte, etc. Mais après, quand j'ai étudié le mouvement et tout, j'ai été un peu obligée aussi d'apprendre qu'est-ce qui se passe en Corée, dans quel contexte c'est né, et du coup je me suis dit, en vrai c'est parce que moi, ici en France, j'ai pas du tout la même interprétation de ce que ça peut représenter politiquement que en Corée, dans un mouvement social. Oui. Et du coup pour moi, c'est là où, genre c'est pas que c'est pertinent, c'est pas pertinent et tout, c'est juste que c'est vraiment hyper situé. Ouais, carrément. Mais c'est vrai que du coup, dans notre grande originalité, on a découvert ce truc un peu comme tout le monde quand ça a commencé à en parler juste après la victoire de Trump, là, il y a quelques semaines. Et c'est moi qui t'ai envoyé ça. Et genre, quand on s'est vu, j'étais en mode, mais je suis tombé sur ce truc-là. C'est trop bizarre. Est-ce que c'est pas un peu CSC contre son camp. Est-ce que c'est pas un peu contre... Putain, on parle aux Jones, là, t'inquiète. Je sais pas, en vrai, je sais pas si tout le monde sait ce que ça veut dire. Tout le monde sait SC. Je me perds. Non, mais du coup, au début, c'est vrai que notre réaction, c'était vraiment qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est un peu bizarre. Et aussi parce que nous, dans notre société, il y a quand même aussi un retour des mouvements masculinistes. Enfin, un retour, comme s'ils étaient partis, mais plutôt un re-empowerment. Il y a un backlash depuis MeToo, en fait, des mouvements masculinistes, avec aussi, du coup, un mouvement de tradwife, surtout aux États-Unis, qui accompagne aussi ça. Du coup, il y a un peu les deux côtés de la pièce, quoi. De la pièce qu'on... Oh putain. Et tout ça pour dire que avec aussi toutes les communautés, tous les influenceurs masculinistes et tout qui ont de plus en plus aussi qui prennent de plus en plus la parole sur les réseaux et tout, dans nos sociétés à nous, on peut s'inquiéter d'un backlash potentiel de ce truc-là. Et ça, couplé à ce que tu disais aussi des mouvements sociaux qui imposent comme des espèces de nouvelles normes, des carcans, tu vois, des trucs comme ça. Tout de suite, nous dans notre société occidentale, ça nous fait un peu bizarre d'entendre parler de ce truc.
Mais je pense que ce que tu dis, c'est aussi lié à genre les réseaux sociaux, parce que sur ce sujet-là en particulier, il y a vraiment une bataille sur les réseaux sociaux qui se livre aussi, et c'est aussi le mouvement 4B, d'après ce que j'en ai compris, c'est aussi quelque chose qui a permis à beaucoup de femmes de parler entre elles, de créer des communautés, etc. Ça. Et c'était aussi un peu en réponse au mouvement des tradwives sur TikTok notamment, qui a beaucoup pris d'ampleur. Je sais pas si vous savez ce que c'est. De quoi, les tradwives ? Ouais. Bah vas-y, explique au pire vite fait. Je saurais pas trop comment expliquer, en vrai c'est en fait gros, ça me paraît tellement lunaire que je sais pas trop comment résumer ça. Bah en gros c'est des femmes qui embrassent la vision traditionnelle de la famille nucléaire, donc la femme au foyer, de la femme au foyer qui l'homme rapporte l'argent mais caricatural quoi. Ouais, l'homme rapporte l'argent, la femme s'occupe de la maison et des enfants, du coup, elle est plus ou moins à la disposition de son mari et c'est des trucs. Tu me demandes d'expliquer, j'explique. Mais oui, c'est insupportable. C'est vraiment devenu le matriarcat ce podcast, j'en peux plus. Et enfin bref, des femmes qui revendiquent d'avoir cette place sociologique spécifique dans le foyer et dans leur rapport aux hommes. Et c'est un mouvement qui a pris énormément d'ampleur là aux États-Unis aussi ces derniers temps, qui accompagne aussi la poussée réactionnaire et tout quoi. Avec en France, on a notre Thaïs Lescuffon par exemple. Oui, en fait, tu visais de dire ça droite. Pour résumer le truc. Mais non, parce qu'elle est pas trop dans ce truc. Elle le préconise sans l'être elle-même. Oui, mais même, mais le truc des tradwives sur TikTok, c'est au-delà, parce qu'on pourrait se dire, bah ok, c'est ok pour une meuf de revendiquer le droit d'être une femme au foyer, après tout, voilà, pourquoi pas, tu vois. Mais il y a aussi un truc de romantiser le fait d'être complètement exploité par une conception patriarcale de la société. Et genre, sur TikTok, il y a vraiment des meufs qui ont des comptes où elle se filme en train de faire le ménage, faire à manger et genre en gros dire bah moi je suis meilleure que vous parce que mon mari quand il rentre il se met les pieds sous la table et tout. Il y a vraiment un truc aussi de comment dire, d'imposer une éthique. Mais même de l'idéaliser, tu vois, tout est joli, limite elle s'habille comme dans les années 50 pour le faire, en fait, je sais pas comment dire ça, on dirait que je suis réac quand je dis ça. Non, pas du tout, mais non, c'est hyper clair. Mais oui, mais il y a vraiment un truc de romantiser ça que je trouve extrêmement problématique. C'est pas juste, je vous montre moi ma conception des choses et comment je vis ma vie. C'est vraiment genre Disney, quoi. Disney version très bizarre. Carrément. Et après, un autre truc aussi, je trouve, qu'on pourrait dire, c'est par rapport aussi à la portée politique de ce mouvement. Comment, nous, ça nous interroge aussi par rapport à notre manière de faire de la politique. C'est ce que tu disais un peu dans la chronique et ce qu'on dit un peu depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que dans le cadre de la société coréenne, qui a des valeurs traditionnelles encore très fortes et tout autour du foyer, même si ça a beaucoup bougé ces dernières années avec la mondialisation et tout, hein, mais culturellement, c'était peut-être encore un peu plus profond que ça ne l'est chez nous, disons. Du coup, ça, en fait, finalement, avoir ce type de revendications qu'on pourrait dire un peu individuelles, c'est-à-dire genre de collectivement, on va choisir de ne plus faire ça, de ne plus faire ci et tout, ça prend une portée politique aussi parce que ça s'inscrit dans un contexte social et culturel, quoi. Alors que j'ai l'impression que nous aussi, c'est un truc qui peut nous étonner à première vue, c'est que on a tendance à faire de la politique plus de manière systémique, c'est-à-dire à dire la politique c'est comment la société elle est organisée, comment on va définir les règles qui organisent cette société, comment on va voir aller jusqu'à les lois, les débats autour de ça et tout, tu vois, et que du coup là il y a un truc un peu individualisant dans ce mouvement, même si c'est plusieurs femmes donc c'est un mouvement global, mais tu vois ce que je veux dire, de genre choix personnel dans sa vie personnelle, de juste millions de choix personnels qui du coup créent un truc politique, mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas genre une pensée de système, tu vois. Je sais pas si je suis d'accord en vrai, parce que justement c'est un refus individuel mais porté à l'échelle collective, et un refus individuel pas dans le cas de la relation mais parce qu'on refuse un système entier, tu vois. C'est-à-dire que refuser d'avoir, ça veut dire que tu places les relations intimes avec hétérosexuels sur un plan politique, et que du coup tu t'en fais un objet politique en disant le fait que moi je refuse d'avoir ces relations, ça a un impact genre sur le système politique, ce qu'on aurait tendance à considérer comme étant de la sphère intime, de la sphère privée, du foyer, etc. Là, tu revendiques le fait que la société exploite les femmes, y compris dans son organisation, dans les relations, etc. Et d'ailleurs, on en parlait avant de commencer l'émission, mais on se demandait aussi si ça n'a pas peut-être aussi un impact économique sur... qui, du coup... on le sait, ça désavantage les femmes d'un point de vue économique, le couple hétérosexuel, c'est documenté et tout. Je crois qu'il y a un livre je crois que c'est Titu Lecoq, si je me trompe pas. Bref, qui a écrit un livre, je vous mettrai dans les sources, qui a écrit un livre sur ce que le couple hétéro coûte aux femmes. Okay.
Et c'est documenté qu'on y perd énormément économiquement, et du coup je me dis que les gagnants de ça c'est les hommes, et que ça a un impact vraiment, je pense, très profond sur même l'organisation du travail, le travail domestique. Enfin, ça touche à tellement de sujets que du coup je suis pas forcément d'accord que ce soit un truc individualisant. Oui, du coup c'est genre partir de ce truc individuel, mais en fait ce que tu dis, c'est ça que ça, du coup ça attaque un espèce de... Enfin, une espèce de... Peut-être que l'intime est politique, finalement, je sais pas. Peut-être, ouais. Je sais pas. Non, mais c'est vrai, c'est aussi un peu là que je voulais aller. De genre, en fait, c'est aussi des trucs qui sont bizarres a priori quand tu tombes dessus, parce que ça semble individuel, tu vois, et en fait, c'est... Après, je pense pas que toutes les féministes, même peut-être l'inverse, hein. Je pense que c'est moi qui suis un peu... à part peut-être de trouver ça Et pourquoi tu trouves ça bizarre du coup, sinon, à part ça? Non, je trouve pas ça bizarre. Suspect. Mais pour moi c'est... Illégitime. Pour moi, non. Anormal. Ça va pas. Mais pour moi, c'est pas... Pour moi, c'est pas intéressant politiquement, parce que justement, c'est genre un truc basé sur des nouvelles règles et où tu questionnes pas ce qui est posé, tu vois. Je sais pas. Vas-y, explique. Mais tu vois, pour moi, les trucs émancipateurs, c'est vraiment les trucs qui t'obligent à re-questionner constamment, à reconfigurer constamment, à reparamétrer toutes les situations politiques avec genre un fil rouge qui est un esprit critique que tu t'es forgé, etc. Mais donc ça veut dire que ça peut pas marcher d'avoir des règles qui sont valables pour tout le monde dans tous les contextes sociaux, genre de se dire... Du coup, ça serait quoi un exemple concret de ce que tu dis d'un truc émancipateur pour que ça soit plus clair un peu? Mais non, mais c'est pas un exemple concret, c'est genre... Tu veux dire c'est genre une manière de voir le monde? C'est genre ma manière de faire de la politique. Oui, c'est plus genre t'as une question, enfin t'as plusieurs questions globales par rapport aux situations. Mais non, mais ça c'est hyper perso après, mais genre je dis pas que c'est bien ou pas bien. C'est l'intime qui est politique. Oui, mais juste en gros, pour moi, t'as des valeurs qui sont importantes pour toi, mais c'est pas des valeurs qui vont te dire tu dois faire ça, tu dois pas faire ça, tu vois. C'est des trucs qui vont te donner des directions pour réfléchir aux situations et te dire dans cette situation, politiquement, comment j'ai envie de me placer, tu vois. Ouais, mais du coup, c'est impossible pour moi d'être en accord avec ce que je pense quand il y a une règle qui est valable tout le temps de manière fixe, en même tu temps, vois. Oui, mais du coup, c'est ça. Du coup, je suis parti en disant que c'était un truc individuel, et finalement, ça prouve bien que c'est vraiment un mouvement fondamentalement politique, justement parce que c'est comme ça que tu construis un mouvement politique un peu aussi. Oui, tu vois, pas une pensée politique, mais et puis même pour être un peu plus concrète peut-être sur ce truc-là, c'est en gros pour moi il y a aussi la question de est-ce que tu peux aussi te passer des relations hétérosexuelles, parce que malheureusement en fait tout le monde n'a pas le choix. Et pour moi c'est aussi un truc de privilégié de dire du coup c'est un peu comme le boycott en fait, c'est genre je vais boycotter ci, ça et tout, mais en fait c'est aussi parfois nier que t'es englué dans le système que tu combats. Et du coup pour moi il y a des femmes qui vont pas pouvoir faire partie de ça si le mouvement il inclut que les gens qui refusent toutes ces relations forcément, tu vois. Si t'as déjà un enfant, en fait comment tu fais, tu vois, si... et du coup après je pense que les féministes coréennes savent très bien ça aussi, et que doit sûrement, c'est sûrement pas aussi rigide et uniforme qu'on le décrit là. Bien sûr. Mais en tout cas pour moi ça questionne aussi ça, et c'est pour ça que moi je m'inscris un peu en faux par rapport à ça, mais je suis persuadée qu'il y a d'autres féministes dans la sphère militante française qui seraient grave d'accord avec ça. J'ai parlé vite fait dans ma chronique de lesbianisme politique, etc. Ça a quand même beaucoup de gens qui se revendiquent de ce mouvement là, quoi. Ok, c'est comme si en tant que meuf tu trouvais ça pas trop émancipateur à ton niveau, parce que justement ça en fait c'est ça t'enlève une liberté de relationner comme tu as envie de relationner. Genre, alors que toi tu es en mode je peux mener un combat politique en relationnant comme je relationne. Et aussi j'ai l'impression qu'un truc que tu fais beaucoup aussi notamment dans les billets que t'écris et tout, c'est justement questionner questionner le féminisme au sens large dans tes relations, dans ton vécu et tout, en faisant la part belle justement aussi à tout ce qui gratte un peu là-dedans, quoi, parce qu'en fait les relations hétérosexuelles c'est ça, il y a toujours énormément de contradictions, et les contradictions elles aident aussi vachement à penser, j'ai l'impression, et à réfléchir à ces sujets-là. Moi c'est ce qui m'intéresse le plus, genre les paradoxes, les trucs où justement moi je trouve ça ennuyeux, les vies où tu peux dire ça c'est noir, ça c'est blanc, ça c'est bien, ça c'est mal. Pour moi c'est justement les moments où tu te trouves un peu dans un entre-deux, où il y a plusieurs choses qui rentrent en contradiction, qui sont intéressants, parce que du coup c'est là où t'as vraiment besoin de politique pour te forger ta pensée, et c'est là où tu fais vraiment de la politique. Parce que si t'as juste une guideline que tu suis tout le temps dans ta vie, oui, non, dans ce cas-là tu penses pas.
Oui, carrément. Et puis même toi, en tant que personne, j'ai l'impression qu'aussi, enfin, c'est encore une fois tout le truc de faire un mouvement politique, et peut-être on retombe sur nos pattes là-dessus, c'est de dire justement d'avoir pensé ça comme un mouvement politique qui questionne des espèces d'institutions culturelles, en gros, et tout machin. Là, ça donne une espèce de puissance à ça, mais du coup, l'angoisse, c'est notamment quand on voit les Américains, mais aussi parce qu'on a tendance à considérer que c'est des teubés et qu'on imagine déjà les petites Américaines sur TikTok raconter n'importe quoi. Non, mais c'est vrai, tu vois ce que je veux dire ? Il y a aussi ce truc-là et je dis les petites Américaines sans aucun mépris parce qu'il y a aussi des gros, enfin il y a plus même de gros cons américains, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que la pensée politique aux États-Unis, souvent elle nous apparaît encore plus ici comme caricaturale. C'est comme s'il y avait... Ça dépend lesquels. Oui, mais bien sûr, mais je veux dire, il y a le féminisme américain. Oui, mais parce que c'est plutôt dans les universités américaines ou dans les gens qui pensent aux États-Unis, t'as ça, mais t'as aussi sur les réseaux sociaux l'accès qu'on a à la masse américaine. Tu vois, que ce soit du côté mascu comme du côté woke caricatural, on peut souvent les trouver teubés, tu vois. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Mais c'est... vas-y, explique pourquoi t'es pas d'accord. Mais non, mais parce que je trouve qu'au contraire, les États-Unis, comme c'est une société... tout ce qu'on connaît des États-Unis, quoi, hyper fou du bus et tout, justement, pour moi, ça génère encore plus de besoin de penser contre ça. Et du coup, pour moi, les communautés afroféministes, américaines et tout, c'est de là que vient la plupart des pensées tu vois, féministes françaises. Oui. Et oui, mais du coup, pour moi, c'est pas du tout... vrai, ce que tu dis. Non, mais c'est pas ça dont je parle. Moi, je parle pas des gens qui sont spécialistes de questions et qui les étudient. Pas je parle de comment la politique. Féministes aux États-Unis. Mais je parle pas des mouvements féministes aux États-Unis. Tu parles de quoi alors ? Mais je parle de des réseaux sociaux, de comment la politique aux États-Unis, au global, comment les. Mais du coup, je comprends pas de quoi tu parles. Des États-Unis, quoi, des rapports que les États-Unis entretiennent avec la politique, de comment on voit souvent les gens prendre la parole là-dessus sur les réseaux sociaux, des influenceurs, influenceuses. Moi, je suis juste pas d'accord alors. Non, mais je pense qu'on parle pas des mêmes personnes. Si. Tu parles des États-Unis, de comment ils parlent de politique sur les réseaux sociaux, moi je suis pas d'accord. Ah oui, tu trouves pas Moi je trouve qu'il y a des analyses hyper pertinentes justement de gens qui résistent aux États-Unis et qui sont du coup qui développent une pensée à laquelle ils ont beaucoup plus besoin de se raccrocher, qui a besoin d'avoir des bases beaucoup plus solides, etc. dans ce contexte-là. Oui, bien sûr, mais c'est pas du tout ça dont je suis en train de parler. Je finis quand même là-dessus, puis tu me contredis si tu veux, mais je trouve que on a tendance à beaucoup aussi voir arriver des espèces de prêt-à-penser politiques des États-Unis, et aussi nous, on les caricature nous-mêmes, tu vois, mais que je trouve que du coup, ce truc de déplacer d'une société à l'autre, en fait, on anticipe aussi sur, c'est ce que tu disais aussi, c'est-à-dire, en fait, être politisé, c'est aussi faire des choix personnels vis-à-vis d'un espèce de truc politique que tu t'es construit dans ta tête, tu vois, d'édifice politique que tu t'es construit, et c'est pas juste te dire il y a une nouvelle règle, c'est ça, je vais l'adopter et du coup je vais être hyper fort politiquement. Et moi j'ai tendance à avoir l'impression que parfois ce qu'on voit sur les réseaux de certains influenceurs ou influenceuses américaines dans tous les sens de l'échiquier politique, c'est un peu ça, c'est un peu du prêt à penser, non internalisé, tu vois. Et du coup je trouve que ça me faisait aussi anticiper ça, ce truc du déplacement du mouvement 4B, de se dire est-ce que ça va pas aussi plus rendre des gens malheureux que leur permettre de s'émanciper, tu vois, et de mener un mouvement politique. Et en même temps il y a tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire vraiment, mais c'est juste que moi je trouve pas, j'ai pas la même analyse, mais c'est pas grave. En vrai c'est choisissez votre camp dans les commentaires vraiment, mais oui, voilà, c'est la fin de ce débat finalement. Ok. On est juste pas d'accord. Au revoir, à bientôt. Oui. Et merci les amis d'avoir regardé cet épisode. On espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous faire des retours si vous en avez en commentaire. On est encore au début des tournages et on prend tous les retours. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour une chronique dans laquelle je vous parlerai des emplois fictifs du RN et des assistants parlementaires au Parlement européen. Tout ça. On va avoir énormément de fun tous ensemble. Et voilà. Et si vous voulez nous soutenir, tous les liens sont en description. On est un média associatif, donc vous pouvez nous soutenir sur Hello Asso. Voilà. Donc vous pouvez prendre une adhésion par exemple pour 1 an. Et voilà, toutes les infos sont en description pour soutenir Motus et Langue Pendue. Bisous, c'est déjà trop long. À la semaine prochaine.